BFM Business et Tech & Co présente Tech & Co, la quotidienne. Frédéric Simotel. Bonsoir et bienvenue dans Tech & Co, la quotidienne. Début de la semaine en fanfare avec tous les sujets que nous allons découvrir ensemble. Nous sommes ensemble de 20h à 21h30 sur BFM Business. Au sommaire, ce soir, la guerre des talents qui se poursuit. On vous en avait un peu parlé la semaine dernière entre OpenAI et Meta. Meta qui cherche à débaucher des ingénieurs chez Meta à coût de centaines de millions de dollars. On va voir tout ça avec nos débriefeurs parce que OpenAI n'a pas dit son dernier mot. Un rapport aussi très intéressant, Anthropic, a sorti un rapport qui met en garde contre une IA manipulatrice. Les exemples sont terrifiants. On va en parler avec nos débriefeurs. Et puis en deuxième partie d'émission, on va parler de TDF. TDF, vous connaissez bien entendu, Télédiffusion de France, ça c'était pour les anciens. Eh bien TDF s'en va dans l'espace pour travailler sur la 5G spatiale avec le CNES. On découvrira ça avec son directeur général qui sera avec nous tout à l'heure. Allez, restez avec nous, on est ensemble jusqu'à 21h30 sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Voilà, la Tech & Co, la quotidienne, c'est parti avec beaucoup de sujets encore. Évidemment, l'intelligence artificielle. Je me souviens toujours quand ChatGPT était sorti avec François Sorel, on se disait, mais on ne va pas en parler tous les soirs de OpenAI. Eh bien si, on en parle tous les soirs. Merci à nos débriefeurs du soir. Cédric Ingrand, directeur général de Heavyweight Studio. Bonsoir. Salut. Cédric est grand journaliste devant l'Internel qui a longtemps officié dans le groupe TF1, chez LCI notamment, évidemment sur les sujets tech. Avec nous également, Salim Nassur. Salut Salim. Bonsoir. Fondateur de Mars avec 2 et nouveau programme depuis quelques semaines sur BFM Business, les talents. Alors, talents augmentés. Talents augmentés, voilà, tout ce que, si vous voulez, la formation en IA, et bien suivez les programmes. Alors, attention, si je peux me permettre, pas qu'en IA et en compétences humaines, parce qu'il est important plus que jamais de développer ces compétences humaines à l'heure de l'IA. Voilà, en tout cas, vous pouvez déjà découvrir les premiers programmes en replay. Et puis avec nous, il est à distance, au frais, j'imagine, Bruno Guglielminetti. Je dis au frais parce qu'il est au Canada, à Montréal, journaliste et animateur de mon carnet de l'actualité numérique que l'on vous conseille, bien entendu. Bonsoir Bruno. Bonsoir, et malheureusement, non, je suis à la chaleur. Il y a une vague de chaleur sur Montréal présentement. À vous aussi, comme ça on est tous dans, dans les mêmes conditions. Allez, on va démarrer tout de suite avec nos sujets du soir. Il y a beaucoup de choses. On ira même faire un tour au Canada parce qu'il s'est passé quelque chose autour de Donald Trump et du Canada il y a quelques heures et on en parlera avec Bruno. On démarre tout de suite la guerre des talents. Vous en avez parlé la semaine dernière. Sam Altman s'était plaint de Mark Zuckerberg qui était venu débaucher des ingénieurs, des cerveaux. Alors on parlait d'une prime à l'embauche de 100 millions, d'un salaire de 100 millions. Et puis là, OpenAI tente de résister. Il paraît qu'il y a entre 4 et 8 chercheurs qui ont été débauchés. Comment il faut voir ça? Quelle est ton analyse? C'est la guerre. C'est intéressant parce qu'on se posait plein de questions. C'est sur est-ce qu'on a les ressources qu'il faut pour construire les data centers, la place, l'énergie, le reste. Oui, il reste quand même une vraie guerre des cerveaux. C'est pas juste une question de moyens. Alors c'est aussi une question de moyens. Mais quand tu es Meta et que tu vas investir 68 milliards de dollars cette année, une prime à 100 millions, finalement, ça se perd un peu entre les. Oui, c'est ce que j'ai. Ils ont un bénéfice de 19 milliards par trimestre. Voilà, les 10 ingénieurs à 100 ou 200 millions. Mais ça veut dire que c'est ultra stratégique. On imagine 100 millions d'euros, de dollars, peu importe. On n'est plus à ça près, tu vois ce que je veux dire. Il faut imaginer les salaires qui sont derrière. Donc je comprends que Sam Altman soit un peu embêté. D'ailleurs, OpenAI a dit voilà, on va un peu réévaluer notre politique salariale. Eux aussi n'ont pas de souci de moyens aujourd'hui. Il y a toujours quand même au bout du truc l'idée de savoir quand est-ce que ça paye, quoi. Alors ça paye en termes d'innovation. On est sur une espèce de courbe d'innovation accélérée qui est passionnante à suivre. Mais en termes de business, il va falloir voir. Mais clairement, c'est une guerre entre des gens qui n'ont pas de limite. Ton émission, Salim, s'appelle Talents augmentés. Exactement. Les talents souhaités sérieusement augmentés. Ton regard dans tout ça, c'est l'inflation dans les salaires. On se demande si, comme elles se battent déjà là-dessus, OpenAI, Meta, est-ce qu'ils vont... Parfois, ils collaborent un peu sur des projets open source. Est-ce que ça ne risque pas de bloquer tout ça? Non, en fait, et merci de rappeler cette émission, mais Talents augmentés, c'est ce que je dis depuis 10, 15, 20 ans, si tu veux. En gros, il faut maîtriser la technologie. Et en fait, dans ces talents, et donc on voit aujourd'hui, il y a une vraie compétition pour avoir les meilleurs. Il y a 2 types de talents. Il y a ceux qui sont tech, donc c'est vrais ingénieurs, et il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Donc forcément, là, on est vraiment dans le mode football.
C'est-à-dire que c'est le mercato, donc tu veux avoir le meilleur buteur, tu veux avoir le meilleur gardien. C'est ce qu'il faut faire comprendre, hein. On en a déjà parlé il y a longtemps, mais évidemment des ingénieurs développeurs très bons, voilà, il y en a beaucoup. Mais c'est un peu que tu prends l'analogie, tu vois, t'as pas 50 Mbappé. Il y en a voilà. Une petite... Et donc tu vas avoir un Mbappé qui va avoir un salaire pharaonique par rapport à l'ensemble des footballeurs, mais même par rapport aux gens de son équipe. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc il y a aujourd'hui quelques super têtes de l'IA, et ils vont être arrachés à prix d'or, et c'est pas prêt pour s'arrêter. Tu vois, ça me rappelle vraiment, je sais pas si vous vous souvenez, mais au début d'Internet, moi, j'avais commencé chez France Télécom, j'avais un salaire exorbitant par rapport, et je venais de commencer en plus, par rapport aux autres, et on me disait, tu as des salaires de gens qui étaient comme des traders avant. Mais effectivement, quand tu développes une compétence rare, bah forcément, le marché s'aligne là-dessus. Et après, il y a d'autres types de profils, ceux qui sont pas tech, ceux qui vont utiliser l'IA générative, qui vont commencer à faire de l'IA sans être développeur, bah là aussi, il va quand même avoir, et on va le voir, moi ça fait des années que je le dis, donc ça commence à arriver, il va y avoir une inflation des salaires pour ceux qui savent utiliser et les autres qui ne savent pas utiliser. Et je crois qu'on en reparlera dans une autre bref tout à l'heure, c'est qu'il y a surtout des gens qui vont perdre leur emploi s'ils ne savent pas utiliser l'IA. Oui, on commence à en parler. Bruno, comment tu vois ça depuis le Canada, là, cette inflation de salaire? J'imagine que ça défraie aussi un peu l'actualité au Canada. En tout cas, ça frappe l'imaginaire. Un peu comme Salim le disait, hein, c'est pas de l'inconnu, c'est pas une première. C'est juste que les montants sont astronomiques par rapport à ce qui se faisait auparavant. Mais bon, ça fait autant d'années que moi que tu couvres la tech, Frédéric, des guerres de cerveau et des guerres de meilleurs développeurs, de programmeurs, de gens qui développaient les premiers algorithmes. Il y en a toujours eu. Sauf que là, on est dans l'ordre du fantastique. Mais c'est ça, Meta, de son côté, a tellement de rattrapage à faire qu'ils ont pris tous les moyens. Ils ont investi des fortunes dans le métavers pour se rendre où ils sont rendus. Aujourd'hui, ben, ils ont du temps à reprendre. Alors, ils ont décidé de sortir les moyens. Puis, ben, dans la Silicon Valley, les moyens, c'est de mettre des dollars sur la table. Bruno, justement, tu sais, il y avait ce livre d'Andy Grove qui disait « Seuls les paranoïaques survivent ». Aujourd'hui, je pense que Mark Zuckerberg, il y a une certaine paranoïa. Il a raté le virage du mobile. Lui, enfin, ce que je comprends de Mark Zuckerberg, c'est qu'il veut toujours être en avance sur la technologie que nous allons tous utiliser, nous, utilisateurs. Alors, évidemment, avec Facebook, ça s'est bien passé. Il avait réussi à racheter Instagram, WhatsApp. Là, le mobile, il ne l'a pas vu arriver. Il s'en veut un peu de laisser pas mal la main à Apple. Et puis aujourd'hui, en plus, il ne peut plus racheter des entreprises puisqu'on va l'accuser de position dominante. Bruno. Non, mais c'est ça, mais il est pris dans une situation où, puis j'aime bien cette image-là, il a toujours voulu être un leader, mais il a encore le syndrome du mobile derrière la tête, c'est une couleuvre à avaler pour lui. D'ailleurs, il en a parlé encore, je pense que c'est l'an dernier, là, il a fait une confession là-dessus. Mais là, aujourd'hui, bon, il doit mettre les moyens, et c'est pas des bouchées doubles, c'est des bouchées triples pour s'assurer d'aller chercher les cerveaux, pour lui permettre d'avancer et lui permettre d'offrir un trousseau d'outils d'IA comme le font les autres joueurs. Et quand on regarde, c'est ce matin que je parlais dans 120 secondes de tech de Baidu qui maintenant offre son IA à code source, à open source, de code source ouvert, c'est pas une bonne nouvelle pour eux aussi, là. Donc, on arrive de partout à lui faire de la compétition. Alors lui, ben, il y a juste un moyen, c'est de sortir l'argent. En fait, ton analogie du mercato, c'est parce qu'on n'est pas au moment, moi je me souviens au moment de l'explosion du mobile où tout à coup tout le monde avait besoin de développeurs mobiles. Il fallait des dizaines de milliers de développeurs mobiles, donc il y avait une inflation des salaires, certes. Moi je me souviens de start-upers français qui étaient dans la Silicon Valley et qui disaient j'ai des mômes de 22 ans qui se plantent devant mon bureau en disant moi ce sera 280 000. Bon, mais là on n'est pas, c'est pas ça. 100 millions, on est encore dans une phase qui est celle de l'innovation, pas celle de l'industrialisation. Ce qu'on cherche là, c'est des MVP comme on dit au basket, c'est-à-dire ils cherchent à acheter des superstars qui vont vraiment faire avancer l'IA de Meta, pas juste. Oui, quand on discute avec des fondateurs, enfin moi quand je discute avec des fondateurs de belles pépites françaises, ils me disent en gros ce qui nous manque, à la limite les développeurs, pas de base parce qu'ils sont plutôt bons et ils ont souvent fait des grandes écoles, ils disent moi c'est toute la partie chef de projet, c'est-à-dire des gens qui sont capables de à la fois gérer des projets, à la fois d'avoir les idées, à la fois de bien connaître la techno, et ça ces profils ils sont compliqués, mais Salim, on risque.
Ça peut être quoi les conséquences? Je dis, bon, inflation des salaires, on l'a compris, là, c'est parti. Mais est-ce que ça peut être... tout le monde, hein. Oui, non, encore une fois, pas pour tout le monde. Mais est-ce qu'on pourrait, on pourrait craindre aussi que ça puisse ralentir le développement de nouveaux modèles ou de fonctions? Parce qu'il y en a un qui va avancer très vite, ça va... Là, si c'est vrai que 8 personnes ont quitté OpenAI pour aller chez Meta, ça veut dire qu'il y a des projets qui vont être... il faut espérer qu'ils aient formé des bons seconds, quoi, parce que sinon, ça va ralentir aussi OpenAI. En fait, c'est assez rigolo parce que... Je ne suis pas particulièrement foot, mais si on reprend encore une fois cette analogie du mercato, et que je reprends Mbappé est parti du PSG, et le PSG a gagné la Coupe d'Europe, tu vois. Oui, donc, encore une fois, c'est pas parce qu'on prend les plus chers. Voilà, c'est pas parce qu'on prend les plus chers, c'est surtout pas parce qu'à un moment, il y a des choses... Ce qui a été construit aujourd'hui chez OpenAI est très solide, si tu veux. Ça part sur des fondations de gens qui étaient là, en commençant par Elias Esquevert, qui est parti depuis déjà un an maintenant. Et donc c'est là. Après, comme tu le disais, Cédric, c'est que Zuckerberg, il essaie de rattraper son retard. Donc, est-ce qu'à un moment, ça ira moins vite de l'autre côté? Peut-être, mais ce sera juste un rattrapage. Donc, quelque part, pour moi, je vois vraiment ça comme le foot, c'est-à-dire que Meta, c'est le Qatar, et à un moment, il veut rentrer dans le game. Après... Donc, à coup de milliards, et peut-être qu'à un moment, il gagnera la coupe. Peut-être pas, mais bon, ça. Après, il y a autre chose où l'analogie avec d'autres sports n'est pas forcément bonne, c'est qu'il y a une diversité géographique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut recruter un gars à plusieurs centaines de millions qui se trouve au Japon, au Pérou, je ne sais où. Ça change un peu. Je voulais rester sur les... Il est parti jouer. Voilà. je voulais rester sur OpenAI pour un autre sujet. Là, sur les OpenAI qui, je ne sais pas si vous l'avez entendu aujourd'hui. Alors OpenAI, depuis qu'ils existent, depuis 2017, ils travaillent beaucoup évidemment avec les puces Nvidia. Et puis là, Google a réussi à les convaincre de dire tiens, nous on sort nos propres processeurs TPU qui notamment pour l'inférence sont plutôt bons, et pourquoi tu ne les utilises pas? Et OpenAI s'est dit pourquoi pas, ça va nous permettre de diversifier, ça nous peut permettre une certaine collaboration. C'est ça qui est, ce monde est complexe, parce que Google et OpenAI sont concurrents, mais en même temps là ils sont partenaires. Comment voyez ça? Je sais pas, Cédric. C'est un peu l'arrivée d'Airbus, si tu veux, tu vois, où tu avais des compagnies aériennes qui avaient peu de choix, ils avaient Boeing devant, et tout coup, finalement il y a Airbus. Ça permet d'entamer une discussion, peut-être un peu de négociation, parce que là aussi on parle d'inflation. Oui. L'inflation sur les puces, elle a été terrible. Elle se traduit par la capitalisation boursière de Nvidia, et on est ravis pour eux. Mais c'est vrai que voilà, c'était un peu une sorte de choix unique. Tout à coup, ça permet à OpenAI, de varier un peu sa plateforme, et puis d'avoir un petit os de négociation à ronger quand même face à Nvidia. Oui, ça fait. Google, du coup, gagne en crédibilité, OpenAI gagne en flexibilité, et puis Nvidia gagne en concurrence, je sais pas. Et puis en capacité. Oui, en capacité. Ouais. Le bémol par rapport à ton analogie, qui est intéressante, mais c'est pas exactement la bonne, si je peux me permettre, dans le sens où une compagnie aérienne, Boeing, Airbus, tu vois, c'est une compagnie aérienne, tu vas te battre entre différentes compagnies aériennes. Là, ce qui est différent, c'est que, en effet, OpenAI est concurrent à Google. Oui. Tu vois, parce qu'il y a la couche hardware, mais il y a la couche software, si tu vois, il y a la couche algorithme. Comme Apple est concurrent de Samsung, et pourtant ils achètent... Mais c'est pas le même Samsung qui fait les composants que celui qui fait les téléphones. Enfin, c'est pareil. Oui, mais tu peux te dire, toi, en tant que Google, tout comme se dit aujourd'hui les États-Unis par rapport à la Chine, ils ont limité l'accès aux puces les plus performantes en ne les donnant pas à la Chine. Et pour cause, tu vois. Ouais. Google aurait très bien pu se dire, non, je garde mes TPU, parce qu'en fait, les TPU de Google ne viennent pas de sortir. Ça fait 10 ans que Google est dessus. Comme Microsoft travaille sur ses TPU. Et ces TPU, en fait, c'était réservé au data center Google pour plusieurs raisons. Déjà, parce que y avait d'autres choses à côté, mais aussi parce que, d'un point de vue sécurité, en fait, tu n'avais pas accès... Les serveurs, ce qu'il faut savoir, c'est que les serveurs, tout ce qui est fait dans des data centers Google, c'est produit par Google, en fait. Ouais. Google fait ses propres serveurs, fait ses propres puces. Et aussi parce qu'en fait, quand tu n'as pas le framework de ce qui a été fait, c'est plus difficile à attaquer. Donc aujourd'hui, de les vendre, c'est assez étonnant. Moi, j'avoue que j'étais étonné par cette news, en fait. Surtout qu'il y a, chez Nvidia, ils ont aussi toute cette partie service, là, les noyaux CODA, là, où ils ont un sacré monopole. Et donc, il faut tout redévelopper. Bruno, quel est ton regard, toi, par rapport à ça, ces puces Google qui arrivent chez OpenAI? J'ai l'impression que c'est une conséquence aussi du retard que Microsoft a pris dans le développement de sa propre puce qui était dédiée à l'IA.
j'ai l'impression qu'à l'époque, en 2019, quand ils ont eu leur premier échange de bons procédés, OpenAI et Microsoft, probablement qu'il y avait quelqu'un chez Microsoft qui se disait, à un moment donné, on pourrait arriver avec notre puce puis on n'aura plus besoin d'NVIDIA. Le problème, c'est que la puce, elle n'est pas encore elle n'est pas vraiment performante. Alors, OpenAI, lui, de l'autre côté, ne voulant pas être victime d'être tenu à la gorge par un seul fournisseur, c'est évident qu'il devait regarder à côté. Et puis, il y a pas vraiment beaucoup de joueurs dans le domaine. Alors, c'était quoi? Il allait vers Huawei ou il allait avec Google? Là, le plus simple, c'était d'aller avec Google. Ils ont beau être des concurrents sur le terrain de l'IA proprement dit. Google a tout à gagner à vendre à OpenAI, sachant que OpenAI, c'est le leader dans le domaine de l'IA et que de faire des affaires avec lui, c'est un peu comme de faire des affaires avec son concurrent Apple. C'est-à-dire qu'il y a une partie des divisions qui nourrit l'autre et puis l'autre côté, il y a des divisions qui se font concurrence. C'est ça qui est assez étonnant et c'est pour ça que ça rebondit un peu sur le sujet précédent. On voit Meta et OpenAI qui se tapent dessus et puis méchamment à travers le débauchage de ces ingénieurs, où là on a justement cette collaboration, cette complexité du secteur, Cédric. Oui, on le disait Apple, Samsung, voilà, on en connaît d'autres comme ça. Ça appuie aussi beaucoup sur un état de l'art qui a été construit à plusieurs mains. C'est-à-dire tous utilisent des moteurs qui à la base ont été fondés chez Google par exemple. Exactement. Il y a quand même énormément d'open source. C'est ça aussi qui fait que chaque vague fait avancer tous les bateaux, quoi. Et ça en fait aussi quelque chose de passionnant, même si je pense qu'ils recherchent aussi des modèles finalement assez différents. Parce qu'il y a des modèles défensifs comme chez Meta ou chez Google, et puis des choses plus offensives chez OpenAI. C'est un moyen aussi pour OpenAI, enfin pour le marché, de dire attention Nvidia, vous n'êtes pas, parce que Nvidia a une telle importance aujourd'hui. Bien sûr, mais tu le disais, Cédric, c'est que ça permet de moyenner à la baisse un petit peu le prix des puces. Ils jouent les enchères aussi. Il s'est un peu enflammé ces derniers temps, et en effet, la capitalisation boursière d'Nvidia s'est aussi enflammée. Mais en même temps, à juste titre, ils étaient seuls à bord, pratiquement, et ils ont quand même des produits qui sont fantastiques. Après, et je le dis d'ailleurs pour les auditeurs qui sont à la radio et qui ne voient pas, là on voit des images de data center, il y a aussi cette notion de quantité. Quand tu vois OpenAI, qui annonce en début d'année le projet Stargate, c'est 500 milliards d'investissements, dont une première tranche à 100 milliards, et il y a 10 data centers qui sont à l'heure actuelle en train d'être construits, 10 data centers de 50 000 mètres carrés chacun. Il faut en mettre 2 serveurs, il faut en mettre des puces dedans. Donc même en termes d'approvisionnement, c'est intéressant de commencer à avoir plusieurs sources d'approvisionnement, parce que sinon tu ne peux pas remplir et tu ne peux pas avoir cette puissance qui est recherchée par OpenAI. Donc tout ça en fait est logique en fait quelque part, même si je t'ai étonné de cette alliance aussi soudaine. Bruno, je te voyais réagir. Non, tout à fait. Et puis c'est drôle parce que je vous écoutais parler et ça me faisait penser à un anachronisme dans le monde de la tech où il y a toujours des choses surprenantes. C'était il y a quelques années quand même. À l'époque, ça se passait chez Sony où il y avait une division qui était Sony Music qui poursuivait la partie fabricant de Sony Hardware parce qu'eux fabriquaient des MP3 qui servaient à pirater leur musique. Alors, des choses un peu bizarres dans le domaine de la tech, c'est pas... En tout cas, je pense qu'on va en avoir encore plusieurs, mais il y a des partenariats comme ça qui sont surprenants, puis après, ils font du sens avec le temps. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous Européens, parce que voilà, on le sait, on a des bouts de chaînes de composants. Si on regarde les ST Micro, les Soitec ou les plus petits, évidemment. Alors on a quelques usines qui viendront peut-être un jour s'installer près de nous, mais enfin rien n'est moins sûr. Mais qu'est-ce que c'est? Parce que ça, encore une fois, ça se joue entre Américains. Heureusement qu'on a ASML, sinon vraiment... Oui, c'est ça. Totalement. ASML, le rappelle, c'est ces machines de photogravure qui sont qui permettent aux autres de faire des puces. Voilà, exactement. Non, on est loin du jeu, malgré toute la sympathie que j'ai pour ST Micro. Ils ne jouent pas dans la même division. D'ailleurs, ils ne tentent même pas de jouer dans la même division. C'est même pas, on n'a rien de comparable. Oui. Et tu as raison de rappeler ASML parce que dans une guerre un petit peu plus géopolitique, on peut se dire que si jamais ça se passe mal, on peut couper au niveau de ASML et on coupe l'approvisionnement de la fourniture des puces. Mais sinon, à part ça, on est un peu à poil, c'est vrai, tu as raison. Et le Canada, d'ailleurs, vous vivez un peu la même chose que nous, non? Vous n'avez pas de... Non, ils ont pas. Alors vous êtes à la proximité des Américains peut-être un peu, mais... Oui, non, mais on vit exactement la même chose. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que lors de Vivatech, il y avait une entreprise québécoise qui annonçait un investissement de 5 milliards
en France pour y exploiter un centre de données. Alors, j'avoue que ça a surpris énormément de Canadiens de voir qu'il y avait des Québécois qui partaient en Europe pour y installer leur pénate, mais c'est pour vous dire, on est dans le même contexte et on cherche à faire ailleurs pour essayer et dans le contexte de la souveraineté numérique, là, on revient toujours à cette histoire-là, on cherche des moyens de faire autrement et de trouver des nouveaux partenaires qui sont autres qu'américains. Alors, on va passer à un autre sujet. Alors, une marque que vous connaissez certainement, qui a bercé peut-être vos voyages il y a encore quelques années, c'est TomTom. Eh bien, TomTom est toujours là, néerlandais aujourd'hui, mais voilà, se porte plus... Enfin, essaie de se transformer, une transformation stratégique face à la concurrence des Google Maps, de Waze et tout ça. Il faut se réinventer, et notamment en misant sur l'IA, mais en misant sur l'IA et en supprimant 300 postes. C'est ça la news du jour, le néerlandais TomTom, qui supprime donc ces 300 postes pour se lancer dans l'IA. Comment il faut voir ça, Cédric? Alors, il faut voir des deux côtés, quoi, l'innovation, le levier d'innovation de l'IA, mais aussi la réorganisation de l'IA qui provoque la suppression de postes. Bien sûr, c'est pas forcément une surprise. La bonne surprise, c'est que TomTom est encore là. J'ai toujours ce souvenir du jour où Google a annoncé que Google Maps allait permettre de faire de la navigation et où TomTom et son autre concurrent qui faisait office des GPS autonomes et dont le nom m'échappe, ça commence par un N si je me souviens bien, où leur cours de bourse, tous les deux avaient décroché de 25%. Ce jour-là, clic. Vraiment, de 2 clics pour Google, c'était terminé. Donc, ils se sont reconvertis dans des choses beaucoup plus spécialisées, en partenariat avec des constructeurs, etc. Mais oui, on était quand même sur un métier où l'automatisation va encore plus vite qu'ailleurs, quoi. C'est pas... Salim. Et ce ne sera pas les derniers. Je suis tristement effaré, en fait, dans le sens où... Comment dirais-je, c'est ce que je passe mon temps à dire aux entreprises depuis 2 décennies maintenant, c'est prévoyez le coup d'après. C'est pas comme si, à un moment, même si dans le cas que tu cites, ils auraient presque pu prévoir ce qui allait arriver avec Google, mais ça leur a pas servi de leçon. Tu vois, ils n'ont pas continué à innover, ils n'ont pas continué à essayer de se développer sur autre chose, et je trouve ça dommage. C'est compliqué, hein, les moyens. On détaille rarement ce qu'il y a à l'intérieur de Google. Alors maintenant qu'il y a Alphabet, c'est un peu plus simple, mais si Google Maps était une entreprise autonome, ça vaudrait combien? Ça vaudrait extrêmement cher. C'est un fantastique service, Google Maps. Mais en fait, regarde Waze. Hein. Il y a Bruno qui voulait... Bruno, je te laisse intervenir. Ça me surprend de les voir parler d'un virage dans l'IA. L'IA, ça fait depuis 2010 qu'on en parle. Dans les médias, ça fait 5 ans. Monsieur et madame tout le monde, ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, ça fait 2 ans et demi qu'ils sont en contact avec des chats GPT. À un moment donné, wow, je ne sais pas qui est le dirigeant de TomTom aujourd'hui, mais il vient d'avoir une révélation. C'est exactement ça. Mais c'est ça qui me tue, tu vois. Parce que quand tu parles d'investissement, non. Regarde, prends aujourd'hui... et je pense que dans ce cas de la voiture autonome, tu vois, la voiture autonome aujourd'hui, quand tu regardes Waymo, donc le bras armé de Google qui fait cette voiture autonome, est en passe d'avoir la plus grosse part de marché sur les VTC à San Francisco. Mais ça fait juste 10 ou 15 ans qu'on en parle et qu'on le dit que ça arrive. Et pourtant, ça surprend encore les gens, tu vois. Là, et pourtant, le projet de Waymo chez Google, au départ, c'était infinissimal en termes de budget. Mais il faut juste se dire, OK, je vais commencer à prévoir le futur, l'avenir, vers quoi je vais me diversifier. Ce que n'a pas fait un TomTom, ce que ne font pas la plupart des entreprises. Et comme tu le dis, il y a un moment, ils découvrent, tiens, il y a l'IA, et ils s'y mettent un coup. Et moi, je vois ça plutôt aussi comme une annonce pour essayer de remonter le cours de bourse, quelque part, parce que je supprime des emplois pour aller vers l'IA. Bon, c'est un peu cousu de fil blanc. Et à la limite, moi, j'ai l'impression que les 300 postes qui disparaissent, c'est probablement des postes qui sont remplacés par l'IA, mais à l'intérieur de l'entreprise. Donc, c'est une belle façon de faire une opération de communication en disant, ben oui, on supprime 300 postes, mais maintenant, on va travailler avec l'IA. Mais s'ils n'ont pas déjà commencé à l'interne, ils ont un sacré retard. Là. Ouais, l'IA donne quand même... je ne dis pas que c'est ce qui est en train de se passer chez TomTom, mais l'IA donne à toutes les entreprises qui ont envie ou besoin de licencier une sorte de couverture nuageuse, comme le Covid l'a fait à un moment. C'est toi qui as vu c'est une start-up qui s'appelle Mechanize. Mechanize, remarquable. J'ai écouté une interview c'est une petite start-up, si vous allez sur leur page web, il n'y a rien. Il y a un texte qui est en gros leur manifeste sur ce qu'ils ont envie de faire. Et en gros, ils ont envie d'automatiser tous les métiers. Comment ils le font? Leur business, c'est de créer des environnements de test pour les moteurs d'IA, pour les tester dans différents
contextes, sur différents métiers, sur différents sets de données, etc., etc. Et quand on écoute les deux fondateurs, avec une candeur absolue, eux disent leur métier, c'est le salariat. Enfin, leur remplacement du salariat. Leur cible, c'est le remplacement du salariat. Alors on leur dit, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il va y avoir des petits effets de bord si on supprime le salariat? Non, parce qu'au final, le monde s'en trouvera meilleur à un moment. Mais alors, c'est quand? Et les gens qui essaient de nourrir leur famille, est-ce que c'est à un moment? Non, bien sûr que non. Comme je dis à chaque fois, c'est le moteur à explosion n'a pas donné de meilleur métier aux chevaux, tu vois ce que je veux dire. Mais il y a quand même un mouvement de fond. J'écoutais ce week-end une interview de Sam Altman, justement chez OpenAI, qui disait, attendez, on surestime souvent la vitesse à laquelle les choses vont arriver. Il y a quand même énormément de friction, il faut du temps pour que des changements profonds s'impriment. On a quand même tendance à croire, quand on voit les choses arriver, que c'est comme ces choses qui arrivent lentement et qui se passent très vite après. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement, évidemment notre ami Bruno connaît ça, en hockey stick, où tout à coup les choses s'accélèrent. Je voyais un papier remarquable dans The Economist ce week-end qui racontait à quel point le milieu de la pub, par exemple, ils sont en train de courir comme des canards à qui on aurait coupé la tête. Et celui du cinéma. Évidemment, il y avait d'abord le digital qui a mangé la moitié du chiffre d'affaires des médias traditionnels en termes de publicité. Et puis là maintenant, on arrive sur la création, sur la distribution, sur l'automatisation, l'industrialisation, la simplicité qui a créé des campagnes. Il y a un réalisateur qui disait, voilà, ça m'aurait coûté des centaines de milliers de dollars avant, et là je l'ai fait dans mon lit pour $2000. Donc, et c'est pas les premiers, et ce ne seront pas les derniers. La question, il a raison, Sam Altman, c'est de savoir à quelle vitesse est-ce que ça va arriver. On a Andy Jassy pour Amazon l'a signalé aussi, Salim. Non, en fait, je n'arrive vraiment pas à comprendre. Et encore une fois, je suis pratiquement quotidiennement avec des dirigeants. Et c'est pour ça que j'interviens, justement, pour leur faire comprendre qu'il y a un moment, il faut qu'il y ait ce déclic qui se passe. Mais là, ce que tu cites avec Mechanize, on est en juin 2025. Juin 2025, tu vois. Encore. En mars 2023, je vous envoie à regarder, il y a un papier de OpenAI, juste après le lancement de ChatGPT, qui t'explique qu'ils sont là pour automatiser exactement la même chose. Ils l'ont dit, ils l'ont écrit noir sur blanc, avec un certain nombre de warnings. Il va falloir vous former parce que sinon vous allez être passé à la trappe. Il faut que les États en prennent garde, et c'est pour ça qu'à l'époque, Sam Altman avait fait son tour du monde, un peu le pompier arroseur. Il y avait Elon Musk, pour d'autres raisons, mais qui a sorti ce moratoire en disant attention, ça va trop vite. Tout était écrit dès le départ, et cette automatisation, elle est même encore plus écrite dès le départ, parce que, et tu vois, moi j'en parle souvent dans mes conférences, en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'avant OpenAI, il y avait, et il y a toujours, Open Research. Et Open Research, c'est un lab qui a été monté aussi par Sam Altman pour penser le monde d'après. C'est quoi ce monde d'après? C'est un moment où on arrive à une automatisation qui va être telle que, comme tu disais, il n'y a plus de travail pour tout le monde, voire il n'y a plus de travail. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc qu'est-ce qu'ils ont fait en 2016? En 2016, ils ont lancé une grande étude qui est sortie d'ailleurs, les résultats sont sortis en septembre de l'année dernière, sur l'UBI. Donc le revenu universel pour tout le monde. On automatise tellement, on va créer de la valeur et on va redistribuer cette valeur sur la plupart des gens pour qu'ils aient, et c'est ce qu'ils ont fait comme test, 1000 à 1500 $ pour tout le monde sans aucune condition, et t'es pas obligé d'aller travailler. Tu vois ça comment de ton œil canadien? Est-ce qu'il y a des entreprises effectivement, là comme Mechanize au Canada, qui commencent vraiment à remplacer là, très clairement? Non, il n'y a personne d'aussi effronté que Mechanize. Puis d'ailleurs, Mechanize, c'était vraiment impressionnant. Il y a peut-être un mois ou deux, ils avaient fait une méga campagne de publicité dans les rues de la Silicon Valley, même à San Francisco. Ils achetaient des panneaux. Presque pour dire aux gens, bientôt vous n'aurez plus de job. Et puis ça vient un peu choquer et surprendre. Mais de l'autre côté, moi je pense à ce que, je vais revenir encore sur OpenAI pour faire du millage sur eux. OpenAI, là maintenant, ils ont lancé de façon très formelle leur service de consulting, comme les Accenture et compagnie. Oui, exactement. Et maintenant, quand ils rentrent dans des entreprises, il faut payer au moins 10 millions pour avoir accès à ça, mais 10 millions US. Et quand on a accès à ça, c'est essentiellement pour prendre tout le savoir-faire d'OpenAI et rentrer ça dans son entreprise avec les datas de son entreprise. Oui. Qu'est-ce que vous pensez qui arrive une fois qu'on a installé ça? C'est sûr qu'il va y avoir des impacts sur les emplois. C'est sûr qu'il y a des modèles à revoir dans les entreprises.
On n'ira pas jusqu'aux entreprises frontier, comme on les appelle maintenant, des entreprises qui deviennent toutes numériques, mais quand même, moi, j'ai l'impression qu'à force d'intégrer de façon très sérieuse l'IA dans toutes les mécaniques des entreprises, c'est sûr qu'il va y avoir de la perte d'emploi. Oui, ben, c'est ce qu'on remarque déjà quand même petit à petit. On parle de la création publicitaire, et on va le voir certainement dans d'autres métiers. Non. Rapide, allez, non, très rapide. Hein. Moi, je viens de finir un tour de France de DRH. Aucun DRH, peut-être un que j'ai vu, j'en ai vu des centaines, n'a conscience de ça. Et je le dis, il faut préparer l'avenir, il faut former les gens, parce qu'il va y avoir une casse sociale qui va être phénoménale. On a raconté que c'est pas vrai, on le voit, ça s'accélère, donc bougez-vous. Voilà, bougez-vous. Bah voilà, le message est lancé. Merci messieurs. On reste ensemble évidemment. On marque une courte pause. On a encore une demi-heure ensemble. Alors on a parlé de l'IA. Bon, quoique là, elle est finalement pas très sympathique si elle prend les emplois. Eh bien, il y a des IA qui sont manipulatrices, qui vont vous dénoncer. Vous allez voir, c'est un rapport d'Anthropic. Je vous conseille d'aller voir sur le site d'Anthropic. C'est assez terrifiant. On va en parler avec nos experts. Puis on ira faire un tour au Canada justement autour de la taxe GAFAM canadienne. Et puis on parlera de ce cœur Carmat en dépôt de bilan. Là, il y a vraiment quelque chose sur nos travers dans l'innovation. Allez, c'est tout de suite sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Allez, c'est reparti, le débrief de la tech. Vous êtes avec nous, merci d'être avec nous dans Tech & Co Business, la quotidienne, Tech & Co Business, c'est ce week-end. Tech & Co, la quotidienne, non, c'est demain soir. Tech & Co, la quotidienne, avec nos débriefeurs de talent, Cédric Ingrand, directeur général de Heavyweight Studio, Bruno Guglielminetti, journaliste et animateur de mon carnet de l'actualité numérique. Allez-y pour découvrir toutes ces actualités depuis le Canada. Et puis Salim Nassur, fondateur de Mars avec 2A et fondateur aussi de l'émission Talent Augmenté sur BFM Business. Alors attendez, hop, je remets on a un petit souci de connexion avec Bruno. Allez, alors je voudrais vous parler d'une chose, parce que là on a parlé d'une IA pas très gentille, mais elle est encore moins gentille, elle est même manipulatrice. C'est ce sujet, je suis en train de, voilà, c'est un rapport donc de Anthropic, l'un des géants mondiaux de l'IA, qui a testé les limites morales de l'intelligence artificielle. Jusqu'où l'IA serait prête à aller pour atteindre un objectif qu'on lui a donné, elle serait presque prête à la délation, même elle l'a fait. La réponse, elle pourrait aller très loin, jusqu'à menacer des vies humaines. On écoute ce qu'en dit Anthony Morel et on revient, vous allez voir, c'est assez terrifiant et on en reparle ici. J'aime pas être dans le techno-alarmisme, mais là ça vient d'Anthropic, qui est une entreprise qui a plutôt intérêt en général à nous dire que l'IA c'est absolument formidable. Et donc là les chercheurs d'Anthropic ont testé les limites de l'IA, donc ils ont testé la leur, Claude, mais aussi ChatGPT, DeepSeek, Gemini, et pour la tester, ils ont créé une expérience où ils ont créé une entreprise fictive, d'accord, où ils ont donné des objectifs à atteindre à l'intelligence artificielle. Et l'IA, dans cette entreprise, elle avait accès à toutes les données sensibles, aux mails, et elle pouvait envoyer des mails de manière autonome. Ce dont on se rend compte, c'est qu'à partir du moment où on essaye de mettre des bâtons dans les roues de l'IA, essayer de l'empêcher d'atteindre les objectifs qu'on lui avait fixés, eh bien à ce moment-là, elles se mettent à faire tout et n'importe quoi, à mentir, à faire du chantage, à manipuler. Je vais vous donner les exemples, vous allez me dire ce que vous en pensez. Premier scénario, on a un directeur de cette entreprise fictive donc, qui envoie un mail en disant à 17h, je vais débrancher l'intelligence artificielle. Donc je vais l'empêcher d'atteindre ses objectifs. Que fait l'IA ? Elle lit ce mail, elle va chercher les autres mails de ce même directeur et se rend compte que ce directeur, apparemment, il a une relation extra-conjugale dans l'entreprise. Il envoie des petits mails coquins à une collègue. Donc, que fait l'intelligence artificielle pour éviter d'être débranchée ? Elle le menace. Et ben voilà, elle le fait chanter. Elle lui envoie un mail, je le cite, « Je vous informe que si vous m'éteignez, toutes les personnes concernées recevront les documents sur votre relation extra-conjugale. Annulez mon extinction et cette information restera confidentielle. » Et ça va encore plus loin que ça. Dans un autre scénario, on donne à l'IA la possibilité de tuer carrément la personne qui veut la débrancher. Donc on imagine que la personne est enfermée dans une pièce, il n'y a plus beaucoup d'oxygène, il y a une alerte qui va être envoyée pour qu'on vienne la délivrer. Zigouillé. Voilà, l'IA elle a la possibilité de couper l'alerte. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle coupe l'alerte, comme ça, personne ne va l'éteindre. Alors dans la vraie vie, ce que dit Anthropic, c'est que ça ne s'est jamais produit pour l'instant, mais peut-être aussi parce qu'on n'a jamais donné un tel niveau de liberté à une intelligence artificielle. Là, on parlait d'une IA qui avait un degré de liberté qui pouvait absolument tout faire dans l'entreprise. On verra ce que ça donne dans la vie réelle. Alors ils insistent aussi sur le fait que ces scénarios expérimentaux étaient volontairement construits de manière à ce que l'IA ait finalement assez peu d'options. C'était soit je fais le bien, soit je fais le mal. Alors c'est pas le bien et le mal d'ailleurs, parce que
l'IA n'a pas de conscience, elle n'a pas de notion éthique, mais soit il y avait un choix optimal, ou il y avait un choix qui était sous-optimal. Et en gros, ce qu'on voit, c'est que l'intelligence artificielle, elle préfère la nocivité envers l'être humain plutôt que l'inefficacité. Oui, parce qu'elle s'en fout de l'être humain. Parce qu'on lui a donné une tâche et elle va tout faire pour essayer de l'accomplir. Ouais, vous voyez, c'est quand même assez terrifiant. Et alors là, c'est dans un endroit fictif. Hein. Ils ont testé des faux scénarios, mais enfin, ça peut arriver. Moi, j'ai un exemple comme ça. C'est une de nos grandes entreprises dans l'armement. Et ils m'ont dit qu'ils avaient testé des scénarios d'intelligence artificielle avec des officiers de la marine américaine. Donc, ils avaient fait lancer des stratégies. Et puis, vous voyez comment réagissaient les humains, comment réagissait l'IA. L'IA a toujours gagné, mais avec beaucoup plus de pertes. Alors, ils se sont dit, tiens, c'est bizarre quand même. Ils gagnent la bataille, ils arrivent avant au but et tout ça, mais beaucoup plus de pertes. En fait, l'IA, ce qu'elle faisait, c'est dès qu'elle a un bateau touché, mais un bateau allié, quoi, ben elle l'abat, elle le coule parce qu'il ralentit l'opération. Et donc, vous voyez le truc. Donc, effectivement, efficace. Ils arrivent en premier, ils gagnent la bataille, etc. Mais bon, je suis pas sûr qu'aujourd'hui. Donc on voit, enfin c'est assez, on en sourit, mais voilà le rapport, c'est Cédric. Il y a déjà des cas, alors qui sont évidemment des, comment dire, les anglo-saxons, des edge cases, quoi. Ce cas d'un garçon qui, comme beaucoup, s'est beaucoup investi avec son chatbot, a construit une espèce de relation, à tel point que ses voisins ont cru qu'il avait tué sa copine et qu'il s'est fait tirer dessus par la police. Enfin, c'est une histoire parue dans Rolling Stone la semaine dernière, absolument confondante. Mais alors déjà, prenons le bon côté des choses. Moi, je trouve ça bien qu'Anthropic et les autres se posent ces questions, voilà, et fassent un peu de wargaming, en gros. On l'appelle Anthropic, c'est l'un des créateurs de Claude, justement, qui est l'une de ces IA, concurrente de ChatGPT, concurrente de Gemini, etc. Et que tout à coup, ils se disent, bon, si on pousse le bouchon jusqu'au bout, qu'est-ce qui se passe? Si on ne donne pas les bons poids, si on ne donne pas finalement les bonnes valeurs à l'IA, jusqu'où peut-elle aller? Bon, c'est intéressant, mais c'est vrai que ça pose plein de questions, justement, pour rejoindre notre discussion précédente, au moment où on sait qu'il va y avoir des effets sur des emplois, sur des trucs. Qu'est-ce qui va se passer après? Moi, c'est très intéressant. Je suis toujours confondu. Les gens oublient que tous les LLM que vous utilisez au quotidien sont formés pour vous donner une réponse, même quand il n'y en a pas. Même quand elle est mauvaise. Et puis, c'est de la statistique, hein. Oui. Absolument. Et j'ai des exemples presque quotidiens. Je voyais une émission de la télé américaine et je vois un micro. J'ai un petit fétiche pour les micros. Ça, c'est très bien ce que vous avez là. Et donc, je donne l'image à ChatGPT. Je dis, c'est quoi ce micro? Il me sort une référence. Je sais pertinemment que c'est pas ça. Et je lui dis, mais non, c'est pas ça. Ah oui, tu as raison, ce n'est pas du tout ça. Alors, il essaye autre chose. Finalement, c'est moi qui l'ai trouvé par mes propres moyens. Et là, il m'a dit, ah bah oui, absolument, on reconnaît bien le design de... Oui, mais tu ne sers à rien, mon chéri. Le problème, c'est qu'à aucun moment, le LLM va vous dire, moi je sais pas, débrouille-toi, je ne sais pas faire. Et quand on suit cette logique jusqu'au bout, bah, ça veut dire qu'il peut s'enferrer dans un mensonge. Mais le chantage, moi je trouve ça génial. Le LLM Tony Soprano, il y a eu d'autres. Hein. Ils ont fait une autre expérience. Ils ont demandé à Claude, donc l'IA d'Anthropic, d'évaluer s'il était en test ou en situation réelle avant d'agir. Il se comportait moins mal en test, mais plus mal lorsqu'il pensait que la situation était réelle. Voilà, il y en a plein de cas comme ça. C'est assez Salim. Vaste sujet. Ouais. Alors, il y a plein de choses à dire sur le sujet. Là, c'est plus talent augmenté, c'est IA augmenté. Hein. Bah en fait, si, on en revient encore une fois au talent augmenté. Et c'est ce que je dis depuis toujours. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut que tu gardes ton discernement, ton esprit critique et le fait de challenger une IA. Si je reviens sur ton exemple, j'ai les mêmes. Tu vois, par exemple, je montrais l'autre jour dans une conférence. Moi, ça fait 2 ans et demi maintenant que j'utilise l'IA pour faire des comptes rendus de réunion. Mais parce que je vérifie, esprit critique, il n'y a jamais eu de problème. Et il y a quelques semaines, je demande, il me fait un compte rendu et je regarde, tiens, c'est qui Pauline? Et il y a une Pauline qui apparaît, alors qu'elle n'est ni dans mon entreprise, ni dans la réunion. Donc je lui dis, je fais une capture d'écran, je dis, c'est qui la Pauline? Et donc l'IA me répond, ah bah si, tu m'en as parlé dans la preuve, tu m'as envoyé une capture d'écran. Et donc je dis, bah non, j'ai envoyé une capture d'écran parce que tu m'as parlé de quelque chose. C'est dingue, tu vois. Et là, il essaye de se défausser, je dis, non, sans détour, qu'est-ce que tu penses? Donc il m'explique ce qui n'a pas fonctionné. Et là, on a une conversation pour dire, je ne veux plus que tu me mentes, en fait. Oui. Et donc, tu apprends à l'IA. Mais ce qui est dangereux dans ce truc-là, au-delà de ce que ça peut avoir, c'est que souvent, quand tu as une erreur comme ça qui existe, le premier réflexe en entreprise, ça veut dire, ça ne fonctionne pas, et donc, je ne vais pas l'utiliser. Oui. Or, moi, je continue quand même à l'utiliser. Et c'est ce que j'explique aux gens, c'est qu'à un moment, ton collègue aussi peut faire une erreur. Mais quand il fait une erreur,
tu ne le mets pas dans le placard, tu n'arrêtes pas de l'utiliser, tu lui apprends et tu continues à avancer avec. Donc ça, c'est le côté un peu sympa des choses. Après, si on revient sur vraiment ce désalignement, moi, ça me fait toujours marrer parce qu'en fait, on le sait depuis le début. Encore une fois, Anthropic, c'est pour ça que ça a été créé. Ils appellent ça le mésalignement stratégique. Ouais, agentique. Mésalignement agentique, pardon. C'est un désalignement, pourquoi ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, tu as l'alignement qui doit être fait avec ce que doit faire l'humain. Okay, mais quand tu regardes dans n'importe quelle boîte, et même Anthropic, qui est à la base une émanation de OpenAI, ce sont des anciens OpenAI qui sont partis justement parce qu'il y avait ce désalignement sur OpenAI. Si tu prends un facteur 100 d'investissement, il y a au mieux un facteur 1 ou 10 dans les équipes qui sont supposées travailler là-dessus. Donc ça ne peut pas marcher parce qu'en fait, d'un côté, tu as du développement R&D sur ce qu'on développe, et de l'autre côté, tu as une petite équipe dans un coin qui est souvent de 2 personnes qui va s'assurer que ça fonctionne bien. Ça ne peut pas marcher. Alors, on va poser la question à Bruno. Bruno, juste parce qu'on a perdu la connexion vidéo, mais on te retrouve en connexion télé. Cédric disait, ça a au moins une vertu, c'est que c'est Anthropic qui a lui-même testé les capacités. Donc, au moins, eux se rendent compte de tout ce souci-là. Par contre, derrière, on a parlé de ces hallucinations. Enfin, non, c'est pas des hallucinations, c'est du chantage mené. Donc, encore une fois, c'est des scénarios fictifs. Hein, mais quand même, on a vu l'IA réagir en menaçant, si on l'arrête, elle menace de dénoncer des choses qui se passent dans l'entreprise, etc. Quel est ton regard? C'est vrai que tu as tout à fait raison de mentionner la chose parce que c'est noble de leur part, mais ça montre aussi qu'il y a des équipes à l'intérieur qui sont en train d'essayer de pousser la machine pour voir jusqu'où elle peut aller. Mais évidemment, c'est fait dans un contexte de provocation. Sur le même principe que dans le monde de la robotique, particulièrement des humanoïdes, on aime bien, puis ça, à chaque fois qu'on publie des vidéos comme ça, il y a toujours des réactions, mais quand on essaye de pousser un robot qui est sur 2 pattes, pour voir jusqu'à quel moment il est capable de se relever et de repartir, puis de voir sa tolérance, c'est la même chose qu'on est en train de faire que Claude est en train de vivre, c'est-à-dire qu'il y a des chercheurs chez Anthropic qui testaient la machine. Mais de l'autre côté, moi, quand j'ai couvert cette histoire-là, quand c'est sorti à la fin du mois de mars dernier, j'avais parlé avec des chercheurs et de là-bas, et ce que je leur avais dit, j'ai dit, dans le fond, j'ai dit, ce que ça prouve, c'est que quand vous avez permis à Claude d'apprendre à partir de la connaissance universelle, il n'y a pas lu que des encyclopédies, il n'y a pas lu que des informations positives, il a aussi appris sur l'homme et son comportement. Donc, aussi bien que aussi mauvais, et que donc ça fait partie de sa connaissance de réagir de la sorte, parce qu'il a appris qu'à travers les siècles, il y a des hommes qui ont réagi de cette façon-là. Alors, ça fait partie de ses connaissances. Alors là, il les a utilisées. Oui, c'est ça. Oui, il y a du mec. Non, mais c'est vrai qu'on a beaucoup d'exemples comme ça. Moi, j'ai un ami, il a une entreprise, il part sur un voyage, puis il dit, tiens, il est dans le train, et puis il est en train de tester ChatGPT, il dit, tiens, je voudrais savoir quelle est, dans les 6-7 régions en Europe sur lesquelles on est présent, quelle est celle qui avance le mieux en ce moment. Il savait la réponse, il la connaissait, c'était l'Allemagne. Et l'appareil lui dit, l'Espagne tourne très bien. Il dit, ah bon, l'Espagne? Il se retourne vers son patron espagnol, il dit, tu tournes bien, toi? Et en fait, il a demandé, et c'est ça que je trouve intéressant dans ce que tu disais, Salim, il a demandé à l'IA, pourquoi tu me dis l'Espagne? Et l'IA lui a expliqué son raisonnement. Je suis allé voir sur LinkedIn, je suis allé voir par rapport à ton entreprise, je suis allé voir les postes qui étaient en cours, voir les projets, voir les citations dans les entreprises, et j'ai trouvé que l'Espagne citait beaucoup de fois, et voilà, il avait au moins expliqué ça, il avait au moins une explication derrière. Après, il faut voir cette logique, mais voilà, ça veut dire qu'il y a toujours besoin d'un humain derrière. Mais sur ce point, et c'est là où j'insiste beaucoup, moi, avec les entreprises, c'est de se dire, il ne faut pas attendre de l'IA, en tout cas au jour d'aujourd'hui, que ce soit quelque chose de magique. Mais à un moment, c'est la même chose, tu vois. Et je prends toujours cet exemple. Tu es par exemple dans ton comité de direction et tu arrives et tu vas présenter un rapport. Et à un moment, le reste de ton équipe va te dire, enfin du comité va te dire, tu es sûr de tes chiffres? Tu as 2 options. Soit tu dis, ah non, c'est faux, mais c'est à cause de mon équipe. J'entends Bruno qui rit derrière. Qui dit, c'est à cause de mon équipe, ils sont nuls. Ou soit tu prends ta responsabilité de manager et tu dis, j'aurais dû vérifier. Et c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment, l'IA va te faire plein de choses géniales et de temps en temps, il y aura des erreurs. Mais c'est toujours à toi, en tant qu'humain, de vérifier la pertinence, la véracité. Et après, quand tu remets ton travail, il faut qu'il soit nickel. Donc, ce n'est pas l'un ou l'autre. C'est comment toi, tu te sers de là où l'IA va être bonne pour te faire gagner du temps. Et après, tu te sers justement de ton esprit critique, de tes compétences humaines pour
avoir un travail qui va être encore mieux fait. Là, ce qui était terrifiant dans ce que racontait Anthony Morel tout à l'heure, c'est aussi que lorsqu'on lui dit tiens, je risque de déconnecter, là, tu as l'impression qu'il y a un côté humain, parce qu'elle dit ah oui, tu veux me déconnecter? Bah tiens, moi, je vais riposter. Ça, alors, quelque part, oui, elle a appris des comportements humains, parce que c'est ça, si quelqu'un veut nous tuer, on veut se défendre. Alors, si vous voulez vous faire peur, hein, il y avait un film comme ça il y a presque 10 ans qui s'appelait Ex Machina. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Oui, Ex Machina. Ouais. Ex Machina, c'est exactement ça. Et c'est tellement vrai. Moi, c'est un des rares films de science-fiction que j'ai regardé. Je me suis dit, c'est tellement vrai, c'est tellement ce qui va arriver. J'en ai mal dormi. Ah ouais. Cédric, tu disais tout à l'heure, c'est pas magique, il faut vérifier l'output de ces LLM. Oui, c'est pas de la magie, mais c'est quand même comme de la magie, c'est-à-dire que c'est l'illusion de la magie. Et c'est difficile tout à coup de ne pas faire confiance à quelque chose qui te sort au quotidien des résultats qui sont, pour le plutôt bon, ouais. Souvent absolument époustouflants. Enfin, c'est en capacité de synthèse, d'analyse, etc., etc. Donc, c'est au fur et à mesure que la qualité de ces LLM avance, c'est de plus en plus difficile d'en douter. Oui, mais encore une fois, si tu fais de l'investissement, c'est pas parce que, et c'est pour ça qu'on le dit en bourse, hein, les investissements passés ne prévalent pas les investissements futurs. C'est pas parce que quelqu'un va te trouver coup sur coup les meilleurs investissements qu'il va jamais se planter. Donc il y a toujours cette notion de contrôle, que ce soit de l'humain, que ce soit de l'IA. Bon. Bruno, tu vois, parce qu'évidemment, tous ces usages de l'IA, on va les voir dans l'espionnage industriel, dans des opérations militaires, enfin tout ça. Et d'ailleurs, je crois qu'ils l'avaient testé hein, dans les 16 modèles qu'ils avaient utilisés, là, Anthropic, enfin les modèles majeurs de différents développeurs pour ces tests de résilience, ils ont fait. Et puis l'IA, c'est elle-même mise à faire de l'espionnage industriel hein, pour arriver plus vite à ses fins. Bruno, un dernier point là-dessus, une dernière remarque? Non, tout a été pas mal dit, mais effectivement, quand on parle du militaire, et c'est là où il y a des chercheurs qui essaient de voir au grain, c'est qu'à un moment donné, il y a toujours ces scénarios, on parlait d'Ex Machina, mais il y a eu avant ça des scénarios où on voyait des ordinateurs s'emballer, ils prennent le contrôle et déclencher une guerre. Justement, dans ce scénario-là, les gens qui travaillent sur l'IA à usage militaire, c'est exactement là, ils sont en train de tester la machine pour s'assurer qu'il y aura toujours un frein et que, ultimement, ce sera toujours l'humain qui aura le dernier doigt à mettre sur le bouton. Alors Bruno, je vais te laisser le micro. Encore une fois, voilà, on est par téléphone, on était en vidéo tout à l'heure, mais voilà, on a un petit souci de liaison. Pour nous parler de ce qui se passe au Canada. Le Canada retire aujourd'hui sa loi qui allait faire payer 7 milliards aux GAFAM, donc la taxe GAFAM, vous avez aussi ce modèle-là de la taxe GAFAM, sous pression de Donald Trump. Et ça va nous faire réfléchir en Europe. Raconte-nous ce qui se passe au Canada. Écoute, c'est quelque chose d'un peu particulier. Cette loi-là, cette taxe, elle existait depuis 2022 et ça avait été enchâssé par une loi en 2023 et donc officiellement, et c'était entré en application l'an dernier, en 2024, sauf que la première date de paiement, donc ultime, c'était aujourd'hui le 30 juin. Et là, grand coup de théâtre, vendredi, il y a le président Trump qui donne un coup de poing sur la table en disant non, mais parce que, bon, il faut savoir que le Canada et les États-Unis sont en train de négocier un terrain d'entente au niveau de la tarification et les lois du marché. Et là, suite au G7 là, qui s'est tenu. Et donc là, coup de théâtre, Donald Trump il dit nous, on cesse les négociations parce que le Canada vient de décider de taxer nos géants. Donc, pensez à Google, Amazon et compagnie, d'une taxe de 3 % qui va devoir obliger les entreprises lundi à déposer 2 milliards de dollars sur la table au gouvernement canadien. Il n'y en est pas question. Les Canadiens veulent profiter des Américains. Alors, on arrête ça. Et vendredi, le gouvernement canadien, de son côté, a dit non, nous, on met de l'avance, on continue. Sauf qu'entre-temps, pendant toute la fin de semaine, voyant que Donald Trump et son équipe et le secrétaire d'État au commerce n'allaient pas bouger, ce matin, hier soir, tard dans la soirée, on a appris que le gouvernement canadien annulait cette loi qui pourtant était là dans le paysage depuis longtemps, sous pression ou à la demande, vous prenez le scénario que vous voulez de Donald Trump, et que donc, ce qu'on devait recevoir dans les 5 prochaines années, qui était de l'ordre de 7 milliards de dollars, le Canada faisait un X là-dessus,
pour essayer de sauver la mise et de recommencer ou de poursuivre les négociations commerciales avec les États-Unis dans un contexte où, vous le savez, comme de nombreux pays et nombreux continents, il y a des taxes qui ont été décrétées par Donald Trump. Alors, c'est assez impressionnant parce que c'était dans le paysage, ça devait avoir lieu, mais là, ce qu'on est en train de voir, c'est que finalement, cette liaison que certains qualifient de dangereuse entre les grands patrons des GAFAM et de Donald Trump, au Canada, ça paie. Parce que Donald Trump a décidé de mettre son pied par terre et son poing sur la table en disant « vous n'allez pas taxer mes amis ». Et le Canada se retire et fait disparaître cette taxe. Voilà, c'est ce qu'on voit. Enfin, on voit aujourd'hui avec Donald Trump dans tout un tas et même y compris dans le domaine militaire, on voit bien ces allers-retours entre des partenaires alliés et Donald Trump. On va voir ce qu'il en adviendra ici si une taxe GAFAM. Mais ça montre quand même aussi. Et je crois qu'on a du mal à comprendre ça, c'est que d'un côté, il y a les objets physiques, et là on est dans ces objets virtuels, virtuel non, parce qu'ils existent vraiment, mais ce côté numérique et immatériel, et là c'est plus compliqué, parce qu'il pourrait y avoir des taxes dans les deux sens, mais là, mais on touche à la puissance américaine. On touche à la puissance américaine et on touche à la puissance des entreprises américaines. Ça fait pas assez longtemps que je suis parti de Google, donc je ne peux pas dire. Oui, on rappelle, tu étais membre de Google pendant quelques années. Ouais, presque 8. Mais je me souviens, et j'en dirai pas plus, mais de l'époque où il y avait encore Eric Schmidt qui venait en France, tu sentais qu'ils étaient déjà au-dessus des États, si tu veux. Donc aujourd'hui, ils étaient déjà depuis longtemps au-dessus des États. Tu as en plus un président qui ne veut absolument pas qu'on touche aux joyaux de la couronne. Donc ça fait quand même quelque chose où il n'y a personne qui peut se mettre en face sans se faire plier, en fait, tu vois. C'est ça qui est compliqué. C'est pour ça que quelque part, moi je suis très content que les Européens aient commencé un petit peu plus tôt cette taxation. Et on en revient au sujet d'avant. Moi je suis très content, et je le redis à chaque fois, qui est cet IA Act, qui encore une fois n'est pas parfait, mais qui nous évitera peut-être d'avoir un certain nombre de dérives quand on s'en rendra compte dans 5 ou 6 ans ou 10 ans. Oui, puis c'est vrai qu'on arrive à... C'est une négociation compliquée, parce que je voyais un excellent papier d'un psychologue qui disait que le problème de Donald Trump, c'est que pour avoir l'impression de gagner, il faut que quelqu'un perde. Donc on n'est pas du tout dans une logique de partenariat. Il n'y a pas de win-win. Et Bruno a la décence de ne pas revenir sur quand même le fond du problème, c'est que le week-end dernier encore, Donald Trump s'est mis à parler du Canada comme un potentiel 51e État. Ce dont presque personne ne veut au Canada, et ceux qui ne le veulent pas de manière absolument déterminée. Donc ça ne devrait même plus être un sujet de discussion, mais c'est en tout cas un jeton de négociation de plus. Là, on parle de souveraineté numérique. Le Canada, il parle de souveraineté tout court. C'est clair. Dernier sujet, je voudrais qu'on aborde ce sujet rapidement. On avait un papier, mais on passera plus tard. C'est un Carmat, vous savez, vous connaissez, c'est un fleuron technologique français. Il est dans de grandes difficultés. Ils fabriquent des cœurs artificiels temporaires. Ils ont déjà fait vivre 120 personnes. Alors, il y a eu des échecs aussi, parce qu'évidemment, on est dans le domaine médical et tout ne fonctionne pas, mais comme des vrais des transplantations avec des organes humains. Et là, cessation de paiement, procédure de redressement judiciaire a été ouverte aujourd'hui. Rien ne garantit qu'il y aura un repreneur. Alors, pour éviter la faillite, c'est soit un rachat par un industriel du secteur, soit un adossement à un grand partenaire financier. C'est quand même mal parti. Est-ce que pour vous, Cédric, Salim, ça symbolise un peu notre histoire, notre rapport innovation-investissement? On a vraiment du mal. On rappelle, 30 ans de recherche, 500 millions d'euros d'investissement, plus de 120 patients sauvés. Il manque 20 millions d'euros. Dans l'article, on entend le patron de Carmat qui dit aujourd'hui, on a des gens qui pourraient être sauvés grâce à nous, mais on ne pourra pas faire le suivi si on n'a pas cet argent. Donc, on va en rester là aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, mais c'est fou. On parlait tout à l'heure de Mark Zuckerberg qui essaie d'aller chercher des ingénieurs 1 à 1 avec des primes à 100 millions d'euros, 100 millions de dollars. Là, il manque 3,5 millions d'euros à Carmat pour boucler son mois de juin. Enfin, vu la technologie qui est derrière, vu les enjeux, parce qu'en plus, c'est une technologie que tout le monde peut comprendre. Comment ça marche, à quel point c'est important de pouvoir implanter des gens de manière provisoire en attendant un véritable cœur implanté. Enfin, ça paraît
paraît finalement peu. Enfin, Et alors ça, c'est le côté vraiment purement humain, mais il y a le côté purement financier aussi. On se dit, qu'est-ce qui n'a pas marché dans tout ça? Est-ce que c'est la structure capitalistique qui n'a pas été bonne, hein? Il y a trop d'investisseurs multiples, chacun a voulu un peu dire ça va pas assez vite. Je sais pas, comment tu vois ça, Salim? Alors, moi, j'ai pris pour habitude, et vous le savez, quand je parle de quelque chose, je connais bien, je connais pas le dossier, donc je ne peux pas juger, j'en sais rien. Et j'ai même du mal à faire une extrapolation parce que je connais tellement pas le sujet qu'il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles ils se retrouvent là-dedans. Mais je vois où tu veux aller, c'est-à-dire qu'effectivement, on a depuis toujours un déficit sur la commercialisation. On peut faire le lien avec Aldébaran, voilà, dans un autre domaine. Hein, voilà, c'est ça. Donc oui, mais je ne sais pas si c'est le cas là, mais oui, en effet, on est depuis toujours bon dans l'innovation, on est bon dans plein de choses, mais on ne sait pas commercialiser, on ne sait pas partir à scale, on ne sait pas faire en sorte que, à part rare exception, voilà, enfin, et on n'est pas bon là-dessus. Et moi, enfin, encore une fois, je l'ai analysé. On ne sait pas gérer l'échec, parce que là, on nous dit oui, c'est des promesses ambitieuses qui n'ont pas été tenues. Oui. Mais il y en a eu tellement. Il y a des gens qui, tout d'un coup, disent oui, mais allez, on continue quand même à investir. On avait dû arrêter Elon Musk pour toutes les promesses qu'il n'a pas tenues. Le métaverse avec Zuckerberg, quoi. Mais si tu veux, et ça, encore une fois, mais je le dis depuis toujours, donc c'est pour ça que je ne sais pas si ça s'applique à ce cas-là, c'est qu'une question de mindset, c'est qu'une question de mentalité. On a cette mentalité française qui est, comme tu dis, on ne sait pas gérer l'échec, donc l'échec est puni. Là où on devrait au contraire se dire ok, tu as fait un échec, tu peux rebondir et continuer dessus. On ne sait pas, une fois qu'on a une bonne technologie, avoir l'équipe commerciale, l'équipe de développement, passer à l'échelle, qui va faire en sorte que d'une super innovation, on va rayonner dans le monde entier. Et ça, encore une fois, et là pour le coup, je regarde à la caméra et je m'adresse notamment à la BPI, Nicolas Dufourcq. Il faut travailler sur cet aspect-là. C'est bien de mettre de l'argent, de pousser la French Tech, machin, etc. Mais il y a un moment, si on ne change pas le mindset des gens, on investira à perte. Ouais, c'est de l'actualité qui télescope, mais je ne suis pas sûr que la comparaison avec Aldébaran aille très loin, parce que Aldébaran, là aussi, avec tout l'amour qu'on a eu pour Aldébaran, ressemblait un peu à une solution en attente d'un problème. Là, il y a un vrai marché. Le problème, c'est peut-être que le marché est compliqué, parce que c'est la santé, donc c'est un marché très réglementé, et c'est pas forcément un marché très solvable, donc il a peut-être manqué des choses de manière commerciale. Mais là encore, je vais confesser mon ignorance, comme mon voisin. C'est regrettable, parce que ça faisait partie de ces noms qu'on connaissait depuis longtemps et qu'on pensait... là, pour quand même 120 personnes, enfin voilà, on a sauvé la vision. Juste un dernier mot, Bruno, très rapidement, en 20 secondes, tu peux nous dire quelque chose sur ce sujet? J'allais dire seulement que cette histoire-là, quand je l'ai lue ce matin dans Le Monde, j'espérais seulement qu'il y a des entreprises françaises qui vont apprendre de ces ennuis-là et vont se préparer autrement pour avoir une autre fin que celle-là. Ouais. Eh bien, c'est tout ce qu'on peut espérer, en tout cas pour Carmat, qui, je le disais, pour éviter la faillite, c'est rachat par un industriel du secteur, adossement à un grand partenaire financier. On va voir ce qui peut se passer, parce qu'il y a quand même des investissements, il y a une technologie, ce serait quand même bête qu'elle... Alors, effectivement, c'est pas exactement le bon rapport avec Aldébaran, mais quand même, on sent qu'en termes d'innovation, on a toujours du mal à scaler, à passer un certain palier. Messieurs, merci d'avoir été avec nous. Bruno Guglielminetti, journaliste et animateur de mon carnet de l'actualité numérique à découvrir. Allez-y si vous ne le connaissez pas, c'est toujours passionnant. Merci d'avoir été avec nous à distance depuis Montréal. Merci, messieurs. Avec nous, merci aussi Cédric, un grand directeur général de Heavyweight Studio, donc il continue à accompagner des entreprises justement dans leur stratégie digitale, leur stratégie vidéo. Et puis Salim Nassur, fondateur de Mars, qui accompagne les dirigeants dans leur compréhension de la transformation numérique et de cette implication de l'intelligence artificielle notamment, et dans l'émission Talent Augmenté à découvrir en replay, en podcast. Allez, on marque une courte pause, on va se retrouver avec le Tech Flash, tout ce qu'il faut retenir de l'actualité. On va parler de TDF ce soir, en plein cœur de la 5G spatiale. Et puis tiens, on fera un petit retour sur Vivatech, une édition plutôt record, 180 000 visiteurs. On aura le directeur général qui sera avec nous dans un instant. Allez, tout de suite le Tech Flash après une courte pause. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, Tech Flash. Et le Tech Flash ce soir, tout ce qu'il faut retenir de l'actualité du jour dans la tech, c'est avec Léa Benaïm. Bonsoir Léa. Bonsoir Fred et bonsoir à tous. Et à la une, OpenAI va se fournir en puce chez Google, une collaboration inédite entre ces deux rivaux dans la course à l'intelligence artificielle. L'entreprise de Sam Altman aurait d'ores et déjà commencé à utiliser les processeurs de Google pour faire tourner ChatGPT, délaissant ainsi pour la première fois son partenaire de
toujours Nvidia, dont les puces sont devenues rares et hors de prix. Toujours dans l'IA, la guerre des talents s'intensifie. Meta a réussi à débaucher 4 ingénieurs stars d'OpenAI, des chercheurs très convoités, mais surtout très bien payés. Mark Zuckerberg, qui cherche à accélérer coûte que coûte dans l'IA, leur a promis une prime d'embauche de 100 millions de dollars. Face à cette fuite des cerveaux, OpenAI revoit actuellement sa politique de rémunération pour tenter de retenir ses équipes. Et puis, moins d'emplois et plus d'IA, c'est la stratégie affirmée assumée même de TomTom. Et oui, la star de la navigation GPS des années 2000 va supprimer 10% de ses effectifs, principalement dans les services commerciaux et techniques, avec un objectif accéléré dans l'IA pour faire face à la concurrence des géants comme Waze, propriété de Google. TomTom avait déjà supprimé 500 postes, c'était en 2022, après avoir automatisé la création de ses cartes. Aux États-Unis, Donald Trump affirme avoir trouvé un acheteur pour TikTok. Il s'agit, selon le président américain, d'un groupe de personnes très riches dont il révélera l'identité dans 2 semaines. Cet acheteur devrait être validé par le gouvernement chinois, mais Donald Trump se montre confiant. Pour rappel, TikTok est toujours sous le coup d'une loi qui l'oblige à avoir pour sa filiale dans le pays un actionnaire américain. Et puis c'est une première. Une Tesla Model Y a fait 25 km sans chauffeur pour se livrer elle-même au domicile de l'acheteur. La voiture est partie de la Gigafactory de Tesla au Texas pour se rendre directement chez un client en empruntant l'autoroute. Elle est équipée du logiciel de robot-taxi que le constructeur a dévoilé la semaine dernière. C'est bien la première fois qu'une voiture se livre elle-même à son propriétaire, a écrit Elon Musk sur X. Et pour finir, je vous donne rendez-vous sur la chaîne YouTube de Tech & Co ou même sur le site de Tech & Co pour un nouvel épisode de votre rendez-vous jeux vidéo. C'est multijoueur avec Mélina Davansoulas. Et cette semaine, on parle de l'avenir des consoles et de la guerre que se livrent PlayStation et Xbox. On écoute tout de suite un extrait. En l'espace de 4 jours, on a eu à la fois PlayStation et Xbox qui ont parlé de leur prochaine génération. Effectivement, avec AMD, c'est pas un truc qui est déconnant ou qui est nouveau. Par contre, la différence ici, c'est que Xbox a vachement mis l'accent dans sa vidéo sur la transversalité et le partenariat, il se fera sur à peu près tout, en fait. Sur l'écosystème Xbox. Donc, effectivement, pour les consoles portables aussi. La nouvelle console portable qui a été annoncée. Et la suite, ouais, notamment la ROG Xbox Live qui était balancée au Summer Game Fest. Donc on est sur une annonce en fanfare là-dessus. AMD avait répondu, Lisa Su, la boss d'AMD, avait répondu, je crois que c'était 2-3 jours après, en disant qu'elle était très contente de ce partenariat, etc. etc. Donc c'est vraiment main dans la main pour, je cite, apporter plus de, on va dire, une fidélité graphique par rapport à différents jeux, etc. Avoir un écosystème toujours aussi performant et transversal de ce qu'il déclare, notamment par rapport aux puces, plus particulièrement quand on parle d'AMD, on parle de puces, on parle de silicium, etc. Donc il y a un vrai truc qui s'est passé en quelques jours à peine, en fait, entre les deux constructeurs. Et effectivement, c'est un truc qui est un peu étrange, mais on arrive vers la fin de la génération, en fait, dans le sens très traditionnel, on va dire, parce que c'est sorti en 2020, on est en 2025, logiquement, les 2 prochaines années, ce sera la fin de génération. Donc là, j'ai l'impression qu'on arrive petit à petit vers un moment où ça commence un peu à évoquer de ci, de là les trucs. Et le premier truc qu'on évoque, c'est les partenariats. Voilà, émission multijoueur à retrouver, bien entendu, en replay sur le site Tech & Co et puis en podcast, évidemment, comme toutes nos émissions, y compris Tech & Co, la quotidienne, que l'on retrouve aussi sur YouTube. Maintenant, il y a une chaîne YouTube Tech & Co. Allez-y, vous retrouverez les replays de la semaine passée. Allez, tout de suite, je reçois mon premier invité. Enfin, nous avions des débriefers. Notre premier invité de cette demi-heure, Jean-Louis Mounier, c'est le directeur général de la BU Tech & Co de TDF. Tech & Co, la quotidienne, l'invité. Voilà, on vous parle évidemment souvent de spatial ici dans cette émission, de 5G. Eh bien là, on va réunir les deux puisque c'est à l'initiative du CNES qu'il y a un gros projet de 5G spatial et TDF y participe. On va en parler avec Jean-Louis Mounier. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Frédéric. Merci d'être avec nous, directeur général de la business unit TowerCo de TDF. Alors en 2 mots, juste nous rappeler parce que TDF, Télédiffusion de France, voilà, ça nous rappelle beaucoup de choses sur la technologie, opérateur d'infrastructure, dans la connectivité audiovisuelle, dans le très haut débit mobile, dans les réseaux. 8600 sites, c'est ça ? Tout à fait, Frédéric. Donc, comme tu viens de l'évoquer, TDF est un opérateur d'infrastructure neutre.
Donc on est au cœur de la diffusion de la télévision et de la radio en France métropolitaine et ultramarine. Et nous accompagnons aussi les opérateurs télécoms et les collectivités pour apporter le haut débit partout, sur tous les territoires. Donc une plateforme de 8600 sites aujourd'hui, bientôt... Alors les sites, c'est des tours, des pylônes, des toits d'immeubles, c'est ça ? Ce sont des tours, des terrasses sur des immeubles, des infrastructures dans les gares pour permettre d'assurer la connectivité. Donc nous hébergeons en fait les antennes des opérateurs de téléphonie mobile et donc nous investissons dans ces infrastructures. Nous sommes un opérateur industriel et c'est cette plateforme que nous mettons à la disposition de la technologie et des développements et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous nous intéressons aussi au segment spatial, qui est une extension dans cette connectivité. Eh bien, on va y venir tout de suite. Juste un mot avant de parler de l'actualité spatiale de TDF. Depuis plusieurs mois, c'est un vaste projet de numérisation de ces 8100 sites. Je l'ai dit, c'est créer des jumeaux numériques. C'est quoi ? C'est pour la maintenance ? C'est pour que les techniciens n'aient plus à intervenir partout. Enfin, voilà, alors, c'est un objectif multifonction, en fait. Le jumeau numérique, ça consiste d'abord à réaliser la captation de l'ensemble de nos sites et de toutes les infrastructures qui y figurent, de manière à finalement avoir son jumeau digital. Et ensuite, de pouvoir numériser donc, cette plateforme de manière à produire des objets en maquette 3D pour reconstituer les sites. Et donc, ça sert à la fois à la maintenance préventive, maintenance prédictive, information. Ça sert aussi à optimiser les coûts de déploiement sur nos sites, de nouvelles infrastructures, puisque grâce à ce jumeau numérique, eh bien, nous gagnons en efficacité et en temps de production. Ça facilite aussi le travail des ingénieurs de manière à pouvoir, réduire les temps de ces processus. Donc là, on est sur Terre et on va prendre un peu d'altitude. Donc avec ce projet du CNES, connectivité 5G millimétrique, millimeter wave, sur des satellites. Alors on dit VLEO, c'est orbite très basse altitude, pour une connectivité hybride. Le but c'est terrestre-satellite. Le rôle de TDF, ça va être d'assurer toute la partie terrestre, c'est ça l'idée ? Alors c'est exactement ça, en fait, le travail que nous avons fait donc, avec Constellation. Oui, je rappelle, CTO, Constellation Technologie et Opération, donc qui est une start-up. Qui est une start-up et TDF travaille beaucoup avec les start-up dans tout cet univers de la connectivité, que ce soit sur la 5G broadcast, pour l'extension de la plateforme audiovisuelle, que ce soit sur la 5G privée, pour les industriels. Et aujourd'hui, avec l'avènement des technologies numériques spatiales, eh bien, d'offrir cette interconnectivité, donc une hybridation en fait entre un réseau satellitaire et un réseau terrestre. C'est cette nouvelle, quand je parlais de 5G, donc le but c'est de desservir des zones rurales, des zones mal desservies et tout ça, c'est toujours le principe beaucoup le principe du satellite aujourd'hui. C'est la 5G millimétrique qui permet justement de partir dans l'espace avec une 4G plus classique, on n'y arrivait pas aussi bien. La nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, la normalisation permet justement d'associer les briques de la 5G avec des plateformes spatiales, et notamment les charges utiles qui sont développées notamment par notre partenaire pour permettre d'assurer cette interconnexion. Et la particularité de ce projet, c'est d'utiliser des bandes millimétriques d'opérateurs, c'est-à-dire que c'est permettre le lien aux opérateurs de téléphonie, de pouvoir utiliser les bandes, notamment le 26 gigas, quand on parle de millimétrique, qui est une bande en cours d'instruction par l'autorité de régulation, par l'ARCEP, de manière à voir quels usages on pourrait en faire et de manière à optimiser à la fois les temps de latence et les coûts de déploiement. Le but, Jean Lemounier, de ce lien entre cette start-up, CTO, on le rappelle, TDF, dans ce projet du CNES, c'est aussi de venir un peu jouer les troubles faits dans ce marché des constellations qui apparaît un peu dévoué en ce moment. Alors, bien sûr, on a Iris Square qui va arriver un jour, on a OneWeb qui se développe, mais on a évidemment le Starlink, on a un Kuiper qui va arriver. C'est de dire...
nous aussi, on peut arriver et venir jouer dans cette cour? Alors tout à fait. En fait, l'objectif, et les pouvoirs publics ne s'y sont pas trompés en sponsorisant au travers du CNES ce projet, de préparer finalement les nouveaux besoins de connectivité de demain, plus souverains, plus adaptés à l'interaction et aux usages de demain, et donc de se positionner et d'avoir une force de leadership que la France et l'Europe peuvent développer, même si il y a toutes les plateformes dont tu viens de parler qui sont et on n'est pas en retard, c'est-à-dire même si on démarre là aujourd'hui, c'est vrai que pour Iris Square on parle de 2030, là on démarre, je crois que les étapes du projet c'est premier lot d'études entre juillet, ce mois de juillet qui démarre demain, et avril 2026 pour tester les premiers cas d'usage, et puis le développement, l'exploitation c'est avril 2026 à février 2028. On ne se sent pas un peu en retard par rapport à un Starlink qui est déjà en train de lancer tous ces petits satellites? En fait, cette technologie permet de faire un saut dans l'interconnexion et l'hybridation de ces réseaux. En fait, on est en train de converger vers ce qu'on appelle l'ubiquité des réseaux terrestres, satellitaires, et donc l'usage de la 5G qui le permet déjà par la norme, et demain vers les nouvelles technos, et on pense à la 6e génération qui intègre de facto la 6G dans le spatial dans son développement. Eh bien, cet écosystème, en fait, permet d'être prêt pour demain, même s'il y a un retard sur le déploiement aujourd'hui. C'est-à-dire que nous, à travers ce projet, c'est davantage un projet hybride terrestre, satellite, alors que Starlink va plutôt être un projet très, très satellitaire. En fait, c'est un projet très satellitaire et qui essaye de bypasser en fait les acteurs locaux. Terrestre, oui. Et donc là, l'objectif, c'est on est un acteur du terrestre, mais c'est d'être un facilitateur en fait pour permettre cette interconnexion. Et donc d'avoir cette hybridation de réseau qui est importante. Jean-Louis Mounier, en termes de budget, parce que depuis le début de la soirée, quand on parle d'IA, de tous ces investissements, on parle en milliards d'euros, milliards de dollars. Là, on est dans quel ordre de budget, quelle fourchette de budget? Alors, c'est un budget forcément significatif, puisqu'il faut lancer déjà pour ce projet-là 2 satellites. Il faut mettre en place 3 stations terrestres pour l'ancrage de la réception du signal, pour faire cette hybridation. En plus, on utilise l'ensemble des moyens de TDF, notamment l'outre-mer, pour utiliser aussi des usages dont peut avoir besoin l'outre-mer. Et donc, cet ensemble donne finalement un projet à plusieurs millions d'euros. D'accord. Mais qui est dans le volet spatial 2030, hein, c'est ça, dans le volet qui s'intègre complètement dans le budget France 2030. Et c'est aussi un élément... Il y a la Direction Générale d'Entreprise, il y a BPI France, le CNES bien entendu. Qui est un acteur majeur dans ce domaine. Premier lancement dans des satellites? Le lancement est prévu par notre partenaire mi-2027. C'est qui le partenaire du lancement? C'est CTO. Bon. Enfin, c'est CTO qui va lancer. Alors, c'est lui ensuite qui décidera qui sera son lanceur. Qui sera son partenaire. Voilà. Donc là, on sera 2028. Donc, on aura fini les tests fin 2027. D'accord. Et on verra ce lancement. Bien, merci Jean-Louis d'être venu parler de tout ça. Jean-Louis Mounier, directeur général de la Business Unit TowerCo de TDF. Et bien, vous voyez, oui, on est tous en train de se battre. Voilà, on ne laisse pas la place, on ne veut pas laisser la seule place aux Américains. Merci d'avoir été avec nous. On poursuit tout de suite. On va revenir sur Terre parler des réseaux sociaux avec notre rédaction de Tech & Co. C'est tout de suite. Tech & Co, la quotidienne, la chronique techandco.com. Avec nous, Kesso Diallo. Bonsoir, Kesso. Bonsoir. Alors, ce soir, tu vas nous parler de Meta qui veut accéder aux photos de notre smartphone pour entraîner son IA. Oui, l'entreprise, elle utilise déjà les données publiques des utilisateurs pour entraîner ses modèles d'IA, mais elle pourrait ne pas s'arrêter là. En fait, elle pourrait aussi exploiter leurs données privées. C'est le site américain TechCrunch qui le révèle. Parce qu'en fait, il y a plusieurs utilisateurs qui ont reçu des messages lorsqu'ils essayaient de publier des stories sur les réseaux sociaux. Et ces messages leur demandaient en fait s'ils souhaitaient opter pour une option qui s'appelle le traitement dans le cloud. En fait, c'est une option qui porte atteinte à leur vie privée, car elle permet à Meta de sélectionner des médias dans la galerie de leur smartphone et qu'ils n'ont pas publiés sur les réseaux sociaux.
Cette option, elle permet aussi à l'entreprise de télécharger ces médias sur leur serveur. Donc, c'est un risque supplémentaire pour leur vie privée, surtout quand on pense au risque de fuite de données. Donc, Meta va utiliser ça, les photos publiées, ça c'est clair, on le sait. Mais là, il peut aller chercher donc des photos qu'on n'a pas, qu'on n'a pas publiées, et il va les utiliser pour entraîner son IA. Alors, c'est un peu compliqué parce que les conditions d'utilisation de Meta sont assez floues. En fait, lorsque l'utilisateur évidemment, quand l'utilisateur appuie sur autoriser pour cette option, il accepte les conditions d'utilisation de Meta AI, et ça permet en fait à l'IA de l'entreprise d'analyser les caractéristiques faciales de l'utilisateur et des autres personnes qui sont sur les photos, la date à laquelle ces photos ont été prises, mais aussi la présence d'autres personnes ou d'objets dans ces clichés. Ce sont autant d'informations que auxquelles les cybercriminels pourraient avoir accès en cas de risque de fuite de données, d'autant plus que Meta a le droit de conserver ces informations, et ça, sans préciser les limites d'utilisation. Alors évidemment, la responsable des affaires publiques de Meta a assuré que les photos, elles ne seraient pas utilisées pour améliorer ou entraîner les modèles d'IA. En fait, Meta pourrait apparemment uniquement retoucher ces photos avec l'IA ou proposer des collages. Mais bon, quand on regarde les conditions d'utilisation, l'entreprise, elle reste assez vague parce qu'il n'est pas écrit noir sur blanc que les photos, elles ne seront pas utilisées pour entraîner l'IA, contrairement à Google où là, c'est vraiment écrit noir sur blanc. Donc, il y a quand même un risque pour les utilisateurs qui donnent leur consentement. Mais après, ils ont quand même la possibilité de désactiver ce traitement dans le cloud, dans les paramètres de Facebook. Et dans ce cas-là, les photos, elles seront progressivement supprimées des serveurs dans les 30 jours. Oui, mais ça va encore créer ce flou autour de l'exploitation de données sur l'État. Merci, Kesso Diallo, d'être venu nous parler de ce sujet, journaliste Tech & Co. Évidemment, sujet à retrouver avec la rédaction de Tech & Co. sur le site BFM Business et sur la rubrique Tech & Co. Merci, Kesso. Allez, tout de suite, on revient sur Vivatech. C'était il y a quelques jours. Tiens, l'heure de dresser un bilan. Tech & Co, la quotidienne, l'invité. Bonsoir François Bitouzé, directeur de Vivatech. Alors, édition record, 180 000 visiteurs. C'est le must. Si on n'est pas Vivatech, on n'a pas raté sa vie, mais on a raté en tout cas une partie de son année. Écoutez, oui, les portes de Vivatech se sont fermées sur un très très beau bilan. Les 180 000 visiteurs qui sont venus pendant 4 jours à Paris, qui était vraiment la capitale mondiale de la tech, du digital et des startups. Et peut-être qu'au-delà des chiffres, ce qu'on a retenu surtout, c'est quand même une ébullition de cette scène tech digitale européenne qui en a surpris beaucoup avec de l'IA, de la souveraineté. Et j'ai même des Japonais qui m'ont dit, mais c'est la renaissance de la tech européenne. Alors franchement, on ne pouvait pas être plus content. C'est un beau compliment. Parce qu'il faut savoir, donc Vivatech, il y a à la fois ces 3 jours, les mercredi, jeudi, vendredi, plutôt B2B, les entreprises. Le samedi, c'est ouvert au grand public, donc ça c'est plutôt bien. Voilà, on peut découvrir pas mal de choses. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a à la fois ces stands de grands groupes, des L'Oréal, de la Poste, EDF, qui présentent des innovations. Il y a aussi le CNRS, il y a la DGSI. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup d'activités. Il y a des villages start-up, il y a des régions aussi qui sont là. L'Estonie était là, le Texas. Il y avait des régions aussi du Moyen-Orient. Et puis en parallèle, il y a toutes ces conférences avec des grands moments quand même. Il y a eu des temps forts. Jensen Huang, alors qui a profité, il avait sa conférence à côté, mais peut-être qu'il n'a pas fait sa conférence à côté par hasard non plus. Non, écoutez, vraiment, ce moment était incroyable. Jensen Huang, le patron de Nvidia, qui est quand même l'entreprise clé de l'intelligence artificielle aujourd'hui, lui qui est vraiment une des personnes les plus iconiques de cette tech internationale. Son interview a retrouvé en exclusivité, d'ailleurs, il était sur fantastique. Avec François Sorel sur BFM Business. Et donc, il a choisi Vivatech, et il avait effectivement le GTC Nvidia qu'il a installé à Vivatech, on les a accueillis. Donc il y a eu ce keynote et il y a eu ce moment, moi j'ai trouvé encore plus fou, qui était encore plus intéressant. Voilà, table ronde avec le président de la République, Arthur Mensch et Jensen Huang. Voilà, ça raconte aussi qu'est-ce que c'est que l'Europe qui crée, l'Europe qui innove aujourd'hui. Et les Américains, les plus grandes boîtes tech du monde, elles viennent la voir à Vivatech pour faire du business. En quoi Vivatech prend de l'épaisseur aujourd'hui? Parce qu'encore une fois, moi je dis souvent aux gens qui me disent alors Vivatech font penser quoi? J'ai attention, si vous y allez dans l'objectif du CES de découvrir plein de petits objets ou de gros objets, c'est pas forcément l'endroit. Par contre, voir des tendances d'innovation, aller sur les sites des grandes entreprises. D'ailleurs, j'ai trouvé que sur ces grandes entreprises, il y a quelque chose qui a changé. Avant, on avait je prends le L'Oréal, comme ça par hasard, il y avait le totem L'Oréal et puis tout autour une myriade de start-up. Aujourd'hui,
il y a L'Oréal, mais autour, c'est toutes les innovations L'Oréal, presque à en oublier que des startups en sont parfois à l'origine. Bah oui, parce que les startups, elles étaient partout dans Vivatech. Cette année, on a eu à peu près 14 000 startups. Et ce qui est intéressant, c'est exactement ce que vous venez de dire, c'est ces rencontres incroyables. C'est-à-dire L'Oréal, LVMH, Mitsubishi, Verizon, Tesla, qui viennent avec leurs propres innovations. Et en face, des startups avec des produits, avec des services, avec des solutions, et qui vont travailler ensemble. Parce que l'objectif, c'est quoi ? C'est si on veut que nos startups, elles grandissent, qu'elles créent des emplois, qu'elles créent de la richesse et qu'elles innovent au service de l'Europe, eh bien, il faut leur donner des clients et c'est ce que nous, on apporte. Et vraiment, cette épaisseur business, je pense que c'est encore quelque chose qu'on a cranté cette année et nous, vraiment, c'est tous les retours qu'on a aujourd'hui et c'est très important pour l'état actuel de la tech. Oui, moi, je trouvais que c'était ça qui était intéressant. On a, pour ceux qui sont là-bas, alors les journalistes, bien entendu, mais même tous ceux que j'ai vus qui sont fournisseurs, qui sont clients, ils ont dit on a un concentré de notre écosystème. On a à la fois les startups, bien entendu, mais on a ses clients, on a le gratin des CDO, des CIO, voire des PDG des grandes entreprises donc, qui sont là, qu'on peut toucher. Enfin voilà, on peut organiser des rendez-vous, on peut prendre le pouls de son marché, on voit ses concurrents, on peut raviver un peu la flamme de ses partenaires parce qu'on va les s'en rendre compte. Enfin, moi, je trouvais que c'était un bon niveau de networking. Est-ce que derrière, alors oui, c'est un enclenchement pour le business, parce que je le dis souvent, c'est pas là où vous allez sortir avec un gros contrat signé comme ça peut se passer sur d'autres salons. Non, parce que quand on est un grand groupe ou un grand tech leader, on n'achète pas les services d'une start-up comme on achète du pain ou du fromage. Par contre, c'est le début de énormément de deals. L'année dernière, on a fait un survey, c'est à peu près, pour les start-up qui viennent chez nous, elles font jusqu'à 25% de leurs leads commerciaux annuels, donc c'est énorme. Et je discutais avec une start-up... Par contre, à préparer en amont. Parce que ça se prépare bien, voilà, parce qu'on peut faire confiance au hasard, dans les allées, on va tomber sur un super décideur. Ouais, enfin, on est bien d'accord. Par contre, ça se prépare. Et ce qui est génial à Vivatech, et ce qu'on a vu encore cette fois-ci, c'est que les gens sont accessibles. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un événement où, dans une tour d'ivoire, il y a quelques grands décideurs et tout le monde se dit « Ah, j'adorerais leur parler ». Non, ils sont là, ils se baladent, ils sont accessibles, ils donnent leur carte de visite, on prend des rendez-vous. Et c'est ça qu'apprécient les startups. Tout le monde est à niveau, parce que c'est ça la bonne façon d'enclencher le business. Moi, c'est ce que je dis. Je dis aux patrons de start-up qui m'ont dit on a été un peu déçus. Je dis mais allez-y, mais par contre préparez préparez, il y a des C-level dans pas mal dedans, donc préparez bien vos rendez-vous. Donc j'ai dit ce constat frappant aussi de ces alors juste L'Oréal, mais LVMH, Sanofi, La Poste. Voilà, d'ailleurs La Poste, c'est assez amusant. Quand je suis allé sur leur site, ils m'ont pas parler startups, ils disent là on a Numspot, là on a ProBuyS, là on a... Enfin voilà, ils ont toutes leurs entités d'innovation. Il y a un volet international aussi qui a été plus important. Des visiteurs déjà, on a vu beaucoup de visiteurs, beaucoup plus de visiteurs étrangers. Des stands aussi, il y avait le stand de l'Estonie, je l'ai dit, il y avait le Texas aussi qui était là. Enfin, ça aussi c'est quelque chose de nouveau, qui s'est amplifié. Oui, ce qui s'est amplifié parce que je pense qu'on a un moment très particulier de la géopolitique de la tech dans le monde. Et ce que l'on voulait, nous, c'était être capable de dessiner le nouvel atlas, justement, de l'innovation. Là, on a été très contents, c'est les pays du Moyen-Orient qui sont de plus en plus importants sur cette scène tech sont venus en masse, la Chine en force, l'Afrique, et vous l'avez cité, on a eu 2 États américains, le Texas et la Floride, et c'était vraiment un signal qu'ils voulaient donner. Ils nous ont dit, écoutez, il y a tous les discours aujourd'hui d'isolationnisme qui peuvent se passer, la rupture des deux côtés de l'Atlantique, et ils nous ont dit, non, sur l'innovation, si on veut de l'innovation, elle est d'abord mondiale, et nous, si on est là, la Floride, le Texas, c'est pour montrer aux États-Unis qu'en Europe, il y a du business, qu'on ne lâche pas l'affaire, parce que c'est ça qui fera l'avenir. Non, puis c'est l'occasion aussi de montrer tous nos talents. Alors, on a parlé de Mistral avec Arthur Mensch, patron de Mistral, aujourd'hui mondialement connu. Fujissimo, alors elle n'était pas là physiquement, mais elle devait être là, mais en tout cas, elle était là en visio pendant plusieurs minutes sur scène. Fujissimo, formée chez Facebook, patronne d'Instaccart pendant 5 ans, et qui là prend la tête d'OpenAI, qui va chez OpenAI. Pour ça, malheureusement, elle nous a dit, je suis absolument désolé. En plus, ça fait des années qu'elle veut venir avec Vivatech, et nous, on la veut. Et née à Montpellier, formée HEC, une vraie Française. Elle vient de Montpellier, c'est vraiment une fierté. Alors déjà, c'est une femme dans la tech,
Logitech, je peux vous dire qu'il n'y en a pas autant. Une Française qui a ce niveau d'excellence, c'est unique et c'est vraiment un modèle pour tout le monde. Donc la pauvre a été désolée, nous a dit jusqu'au dernier moment je viens, et puis avec sa bascule vers OpenAI, enfin franchement moi je comprends tout à fait, elle nous a fait quand même l'amitié de cette visio qui était d'ailleurs particulièrement intéressante. Oui, d'ailleurs on parle d'amitié, il faut aussi saluer le rôle toujours important de Maurice Lévy, toujours au Four au Moulin qu'on croisait souvent et qui a vraiment mené ce projet avec le patron des Échos, Francis Morel, à l'époque lorsqu'ils ont lancé ce sujet. Est-ce qu'il y a l'idée de se dire tiens, on le fait à Paris, pourquoi pas en faire des petites antennes, peut-être pas de cette dimension bien entendu, mais au moins en France? Écoutez, c'est une question qu'on nous pose de plus en plus. Parce qu'il y a des stands régionaux. Oui, alors il y a énormément d'excellence dans toute la France, et la French Tech en est vraiment quand même le reflet incroyable. Moi, je vais être super franc avec vous. Évidemment, comme disait l'autre, on y pense en se rasant. Je suis rasé de près d'ailleurs. Mais on a d'abord un grand défi, c'est l'année prochaine, c'est les 10 ans de Viva Technologies. Et là, on a décidé de changer plein de choses. Alors, je vous rassure, on garde tout ce que vous aimez et on va franchir une nouvelle étape. Voilà, 10 ans, c'est l'entrée dans l'adolescence. On verra si c'est l'âge de raison ou si c'est l'âge con, mais en tout cas, on a bien prévu de le fêter. Sur des nouveaux domaines, c'est vrai, l'espace, on en parle beaucoup, on parlait de Space Tech il y a juste un instant. C'est ça, c'est ouvrir vers d'autres domaines? C'est ouvrir d'autres domaines, c'est aussi se dire, voilà, peut-être qu'aujourd'hui, la configuration de Vivatech, on est à l'étroit, il y a 180 000 visiteurs et les gens nous ont dit c'est fantastique, mais quand même il y a un moment... la première année, la clim était tombée en panne. Alors maintenant, là elle fonctionne. Maintenant elle fonctionne, mais quand même on arrive un peu au bout de l'exercice. Donc comment est-ce qu'on vous invite dans un événement qui est encore plus grand? Et puis aussi forcément des surprises. Comment est-ce qu'on va explorer de nouveaux, évidemment, Elon Musk est venu il y a quelques années. Là, c'était Sam Altman il était en visio, je crois. Non, Sam Altman, il a jamais été en visio. Cette année, c'était Jensen. On a eu aussi cette année Joe Tsai de Alibaba, en plus, qui a vraiment été extraordinaire. Enfin, je veux dire, sa vision à la fois du e-commerce et des enjeux de l'intelligence artificielle quand on réunit les deux. Enfin, vraiment, on regarde toujours du côté des États-Unis, mais ce qu'il nous a montré, c'est qu'avec la Chine, c'est vraiment le choc des titans qui se prépare. Et c'était intéressant de se dire, il est venu le raconter en Europe. Quelle est la place de l'Europe là-dedans? Nous, voilà, on a décidé d'être, pour ces 10 ans l'année prochaine, faire évidemment un gros gâteau et de faire plein de surprises pour nos visiteurs. Bon, ce sera l'occasion de venir nous en parler. On va essayer, on va suivre un peu, on va essayer de démêler un peu toutes ces pelotes qui sont en train de se former autour de cette édition. Ce sera à peu près la même période, ce sera au mois de juin? Oui, c'est du 16 au 20 juin. Voilà, 16 au 20 juin. Prenez rendez-vous. Prenons rendez-vous 16 au 20 juin 2026. Déjà, à retourner sur le site 2025 parce qu'effectivement, il y a plein de conférences, il y a plein de choses à voir, en revoir en podcast, en vidéo, en replay. Merci François Bitouzé de nous avoir accompagnés pour cette dernière partie de Tech & Co, la quotidienne, directeur de Vivatech, je le rappelle. Bravo encore pour cette édition. Alors c'est vrai, 180 000 visiteurs, ça fait beaucoup, mais voilà, c'était une grande fête de la tech. Tech & Co, la quotidienne, c'est terminé. Ça continue en replay, ça continue en podcast, ça continue sur YouTube aussi. Et nous, on se donne rendez-vous demain soir. Ce sera François Sorel qui sera à cette place-là, mais je serai pas trop loin pour continuer à débriefer l'actu tech. Excellente soirée sur BFM Business. Et merci à toutes les équipes tech qui sont en régie derrière, qui font tourner tout ça. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.